Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir l'avant-bras. Je vais faire plusieurs présentations de l'avant-bras pour que ça ne paraisse pas trop fatigant d'avoir tout d'un coup. Donc aujourd'hui, on va simplement se contenter de voir le squelette et les articulations de l'avant. Donc on va commencer par une petite présentation globale. L'avant-bras est la partie du membre supérieur qui est située entre le coude et le poignet. Donc, je montre le schéma ici. Donc, l'avant-bras est compris entre le coude et le poignet. Proximalement, la partie des structures importantes, donc proximalement, ça veut dire vers le coude, la plupart des structures importantes passent de l'avant-bras, passent du bras à l'avant-bras par le pli du coude qui se situe à la face antérieure du coude. OK? Donc, tout, elles vont toutes passer là. Et dans le schéma, on a montré ça par une flèche bleue. OK? Donc, nous avons la flèche bleue là. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir quelque chose. Non. Donc, vous avez en haut, vous voyez la flèche bleue. Donc, tout passe en avant, à l'exception du nerf ulnaire qui passe en arrière de l'épicondyle médial de l'humérus. C'est ça, lorsqu'on se frappe le coude, au niveau de la partie médiale, il y a un petit courant dans le pointant, c'est le nerf ulnaire que vous avez frappé. On était proximalement. Maintenant, on va distalement. Distalement, la plupart des structures passent. Donc, distalement, la plupart des structures passent de l'avant-bras à la main par la face antérieure du poignet. C'est la deuxième flèche bleue que nous voyons. Donc, distalement, la plupart des structures passent de l'avant-bras à la main par la face antérieure du poignet au niveau du canal carpien. On verra ça, le canal carpien, c'est une concavité. Bon, là, voilà. En tout cas, là, côté nous, ouais, que une flèche bleue qui passe, c'est le canal carpien. L'exception principale, c'est l'artère radiale qui passe dorsalement autour du poignet pour entrer dans la main. Donc, nous avons deux voies de passage. Le pli du coude, qui est en proximal, et le poignet, qui est en distal. Pour le pli du coude, toute barre est passée en avant, sauf le nerf ulnaire. Pour le canal carpien, toute barre est passée là-dedans, sauf l'artère radiale. Les structures osseuses de l'avant-bras sont représentées par le radius et l'ulna. Le radius est latéral, autrement dit du côté du pouce. Au latéral, c'est côté où on a un pouce. OK? Et est plus petit proximalement, comme on le voit dans le schéma, tête radiale, la plus petit passé en bas radius. Hein? OK? Donc, les structures sont représentées par le radius cellulaire. Le radius est latéral et plus petit proximalement lorsqu'il s'articule avec l'humérus que distalement où il est large et s'articule avec les os du câble de la main pour former le poignet. L'ulna, lui, il est en dedans, donc du côté, il est médial, du côté du petit doigt. Il est médial dans l'avant-bras et ses dimensions proximales et distales sont opposées avec celles du radius. C'est le contraire. L'ulna est large proximalement et étroit distalement. Les articulations proximales et distales entre radius et ulna permettent au radius de tourner autour de l'extrémité distale de l'ulna, c'est ce qu'on va voir dans les mouvements de la pronosupination. Comme le bras, l'avant-bras est divisé en compartiments antérieurs et postérieurs. Dans l'avant-bras, ces compartiments sont séparés par un septum. Donc là, on a regardé ici, nous voyons que la coupe transversale de l'avant-bras. Donc, il est séparé en compartiments antérieurs et postérieurs. Dans l'avant-bras, ces compartiments sont séparés par le septum intermusculaire latéral qui est tendu du bord antérieur du radius au fascia profond qui entoure
le membre. Donc là, on va l'obliger de retirer curseur parce que depuis le vide, comme ça, je ne peux pas, ça ne peut pas, je ne veux pas le faire avec le pointeur. Donc, Yodo, et dans l'avant-bras, les compartiments intérieurs et postérieurs sont séparés par un secteur intermusculaire latéral. Donc, depuis nous, intermusculaire latéral, nous avons cherché côté qui gagne radius. Ici, nous gagnons ulna et là, nous gagnons radius. Et on voit ici le septum. Et où est septum ça, il sortit en bas pour et puis il arrivé sous zoa. Donc, le septum intermusculaire latéral tendu du bord antérieur du radius, ici, au fascia profond. Ça qui est en bas pour c'est le fascia profond qui entoure le membre. Donc, là, pour un petit grossi pour nous le plus bien, mais là, je ne pas servi avec pointeur là. Donc, on voit bien le radius, le bord antérieur du radius, et du bord antérieur du radius va partir le septum intermusculaire latéral qui a privé l'antibail bleu que vous mettez, qui est le fascia, le fascia profond. Deuxième séparation que nous allons gagner entre le compartiment antérieur et le compartiment postérieur. On va voir la membrane interosseuse. Donc, oui, c'est entre les deux os et ça va relier les bords adjacents du radius et de l'ulna sur la majorité de leur longueur. Donc, ici, ça c'est le bord antérieur du radius et là, c'est donc les bords adjacents. OK? On va retrouver ici les bords adjacents des deux os avec la membrane interosseuse. Et, et la troisième frontière, c'est l'attache du fascia profond au bord postérieur de l'ulna, les muscles du compartiment au bord postérieur de l'ulna. Donc, si nous regardons là, nous voyons que, vous songez, si est bleu, c'était le fascia profond, et où il vient coller sous os. Donc, troisième frontière, c'est l'attache du fascia profond au bord postérieur de l'ulna. Bon, les muscles du compartiment antérieur de l'avant-bras vont assurer la flexion du poignet des doigts et la pronation de la main. Tandis que dans le compartiment postérieur, ces muscles-là vont permettre l'extension du poignet des doigts et la supination de la main. Les principaux vaisseaux innervent et vascularisent ces compartiments qui traversent pour rejoindre la main. Donc ça, c'était pour le squelette. C'était pour la vue globalement. Maintenant, on va voir le squelette. Dans le squelette, nous allons avoir plusieurs parties. On va commencer par la diaphyse et l'extrémité distale du radius. Donc, diaphyse, c'est là que nous voyons avec partie la section, ça c'est zoa coupé, puis regardez de face. La tranche, ce qu'on appelle en haut de la tranche de section. Et ici, nous avons l'extrémité distale du radius. Donc, on va commencer avec la diaphyse. Donc, on va l'agrandir, partie ça pour nous voir le petit bien. Donc, la diaphyse du radius est fine, proximalement, où elle fait suite au col radial, c'est-à-dire que le pipiti, nous avons ça, on boit qui est large, on boit qui petit. Pour le radius, c'est en l'air qui petit et en bas qui large. Donc, la diaphyse, elle est fine proximalement, où elle fait suite au col du radius. Donc, on voit bien le col. Et à la tubérosité radiale. Donc, à partir de la tubérosité radiale, donc, on peut tirer le plan pour me montrer avec voilà. Donc, à partir de la tubérosité radiale, nous avons la diaphyse. OK? Puis, elle s'élargit progressivement distalement sur la grande majorité de sa longueur. La diaphyse du radius a une section triangulaire. On va le reprendre, agrandir ça pour nous bien. Donc, ça a une section triangulaire. OK? Donc, regardez bien, nous voyons que grosso modo, il fait un triangle. Il semblait un triangle. Donc, il va avoir trois bords, bord antérieur, bord postérieur et interosseux, trois faces, face antérieure, face postérieure et latérale. Et nous parlons, grosso modo, ouais, qui est plus important dans toute structure ça. Donc, le bord antérieur commence sur le bord médial de l'os
et en continuité avec la tubérosité radiale. Donc, nous avons la tubérosité radiale que nous voyons là, et on voit le bord antérieur. Dans le tiers supérieur de l'os, il croise la diaphyse diagonalement, deux dedans, un dehors, et se nomme ligne oblique du radius. Donc, on voit bien la tubérosité radiale, et puis on voit bien la ligne oblique. Le bord antérieur commence sur le bord médial de l'os. Ici, on est en médial, donc ça commence sur le bord médial de l'os, en continuité avec la tubérosité radiale, qui est ça. Dans le tiers supérieur de l'os, il va croiser la diaphyse diagonalement deux dedans, un dehors, et il se nomme la ligne oblique du radius. Et on a fini avec le bord antérieur. Le bord postérieur lui-même, il est distinct seulement à partir du tiers moyen de l'os. Bon, pardon, on voit ça sur la section, mais on n'a pas de schéma qui le montre. OK? Dans le plein tiers. Le bord interosseux, là, le profil, le bord interosseux aigu est le siège d'une insertion de la membrane interosseuse qui lie le radius et le nerf. Ou à bord, maintenant, les faces. Et nous avons un schéma qui nous montre la face qu'on voit le mieux, c'est la face antérieure. Donc, les faces antérieures et postérieures du radius sont généralement lisses. Donc, pas rien de spécial dessus. Sur la face latérale, on trouve une zone rugueuse pour l'insertion du muscle pronateur, approximativement à mi-diaphyse. C'est de la diaphyse. Est-ce que le schéma montre bien? OK, on voit bien zone rugueuse insertion du gros pronateur et c'est au milieu de la longueur de la diaphyse. OK? Vu par en avant, l'extrémité distale, donc la vue à votre gauche, c'est la vue antérieure. Vu par en avant, l'extrémité distale du radius est large et plate. L'extrémité distale du radius a des faces antérieures et postérieures larges et des faces médianes et latérales étroites. Donc là, où est face antérieure, bon, pas l'obligé de reprendre curseur là encore, pointeur là encore. Ici, vous avez la face antérieure et là, vous avez la face postérieure qui se voit très bien. Et vous avez des faces médiales et latérales, OK, qui sont étroites, qu'on voit plus ou moins, on les entrevoit plus ou moins. Sa face antérieure est lisse sans particularité, à l'exception de son bord latéral qui est plus accentué. Le bord latéral est plus accentué. Elle est le siège d'insertion du carré pronateur. Puisque la face postérieure, voilà, deuxième schéma ici, la face postérieure du radius est caractérisée par la grandile et après on verra la légende. Donc, la face postérieure du radius est caractérisée par la présence d'un tubercule dorsal saillant qui agit comme une poulie pour le long extension du pouce. OK? La face médiale est marquée par l'incision ulnaire qui s'articule avec l'extrémité distale du radius. Est-ce que la face latérale du radius a une forme de diamant et se prolonge distalement par le fameux processus styloïde. Okay? La partie distale du radius a sa face inférieure, donc c'est on y a nous arrivons ici. Donc c'est ça que moi l'agrandi et de ça n'a parlé qu'on y a. OK? Donc la partie distale du radius à sa face inférieure est formée par deux surfaces articulaires pour les deux os du corps, le scaphoïde et le lunatum. On voit bien, c'est écrit facette pour l'articulation avec le scaphoïde, puis on réunion qui sépare le facette pour l'articulation avec l'os lunatum. Toujours squelette, on va voir deuxième partie qui est l'extrémité, qui est la diaphyse
et l'extrémité distale de l'ulna. Donc, la diaphyse de l'ulna est large dans sa partie supérieure où elle fait suite à l'importante extrémité proximale. Elle est étroite distalement et se termine par une tête de taille réduite. Comme le radius, la diaphyse de l'ulna est une section triangulaire avec, on va agrandir là pour nous, elle plus bien, trois bords, antérieur, postérieur et interosseux, trois faces, antérieure, postérieure et latérale. Le bord antérieur est lisse et rond, donc on va voir bien. OK? Le bord postérieur est aigu et palpable sur sa totalité de sa longueur. Si nous palpons zoa, OK? Si nous palpons ulna, nous avons senti, et ce bord, vous allez sentir ce bord sous les doigts, sur toute sa longueur. Le bord interosseux est aigu et le siège d'insertion de la membrane interosseuse qui solidarise, avec qui collé, qui solidarise le radius et l'ulna. Maintenant qu'on a vu les bords, on voit les faces. Il n'y a qu'un seul schéma qui montre sur le schéma, comme vous voyez, on voit surtout la face antérieure. Donc, la face antérieure est lisse, à l'exception de sa partie distale qui est rugueuse et qui est le site d'insertion du muscle carré podateur. OK? Ici, on voit la zone rugueuse d'insertion du muscle carré podateur. La face médiale est lisse et sans particularité, comme donc, il n'y a pas même bon schéma pour lui, puisque pas rien de spécial. Est-ce que la face postérieure est marquée de lignes qui séparent les différentes zones d'insertion musculaire? La partie distale, donc on va aller jusqu'en bas qu'on y a, de l'ulna est petite et caractérisée par une tête ronde et un petit pointe qu'on appelle le processus styloïde. La face antérolatérale et distale de la tête est recouverte de cartilage articulaire. Le processus styloïde de l'ulna a son origine dans la zone dorso-médiale de l'extrémité distale. OK. Donc, j'aime dire, nous, on a coupé vidéo en plusieurs parties. Donc, pour ne pas faire trop long, on s'arrête là et je vais vous envoyer je vais faire une prochaine et radiographie qui va avoir l'articulation radio-ulnaire distale et la membrane interosseuse et en plus, on va parler de la chronosupination. Au revoir et je vous donne rendez-vous à la prochaine à la prochaine vidéo.